Le mois d'avril débute. Dans le Pantanal, c'est le moment où le sec s'empare des lieux pour de nombreuses semaines. Au milieu des colonies de jabirous, de hérons, d'aigrettes ou de spatules, un jeune caïman est nerveux. Lui aussi a suivi le repli des eaux. Il n'en peut plus de ce vacarme. D'habitude, lui et les siens règnent en silence et sans partage sur le marais. On l'a longtemps considéré comme une sous-espèce du caïman à lunettes, mais il possède désormais son propre genre. C'est un caïman yacaré. Il n'y a pas de prédateur plus redoutable. Ses ancêtres étaient là, déjà, il y a 150 millions d'années, presque identiques au temps des dinosaures. 150 millions d'années, c'est beaucoup. Mais une seule année, c'est très long. Pour lui survivre, il faut s'adapter. Et dans le Pantanal, s'adapter, c'est presque un euphémisme. Quand on est conçu pour vivre dans l'eau, la sécheresse, c'est la mort, tout simplement. Ces bavards au long bec savent que la disette va débuter. Ils avalent tout ce qu'ils peuvent. Il en ignore tout. Mais pour le jeune mâle, c'est un nouveau combat pour la vie qui débute. Les jours passent et les points d'eau se font rares. Les colonies des chassiers, elles, sont de plus en plus denses. Avec la baisse du niveau du marais, la concentration de nourriture est exceptionnelle. Toutes les espèces de poissons se retrouvent piégées et les longs becs font un véritable festin. Le jabirou, la plus grande des cigognes, est particulièrement habile. L'abondance de nourriture pousse même les échassiers à négliger toutes les règles de prudence. Il faut juste manger coûte que coûte. Et ce tantale d'Amérique n'hésite pas à s'emparer d'un piranha devant les crocs d'un caïman. Mais les caïmans aussi se sont concentrés dans les derniers points d'eau. Plus question de territoire, de grands espaces ou de solitude. Quand on veut survivre ici, on est forcément très nombreux. Le jeune mâle est rejoint par des centaines de congénères, tous arrivés avec la même volonté, se remplir le ventre jusqu'à le faire éclater. C'est de ces réserves que dépendra leur survie quand le marais aura fini de sécher. Le jour vient à peine de naître, et ce qu'il dévoile provoque la panique chez les oiseaux. Les caïmans se sont regroupés, leur armée prend possession des lieux. Comme tous les autres, le jeune mâle est plutôt un solitaire. Le reste de l'année, il s'évite, mais à cette occasion, une véritable collaboration s'instaure entre les grands mâles. L'organisation est sans faille. Les caïmans avancent en rang serré et poussent devant eux les proies qui n'ont pas d'autre alternative que la fuite. Les poissons se réfugient comme ils peuvent contre les berges où ils sont capturés immédiatement par le côté de la troupe.
Les caïmans plongent et battent l'eau de leur queue puissante. Ils remuent ainsi la vase et provoquent l'asphyxie de leur proie. La violence est telle qu'elle cause parfois la mort de certains des participants, piétinés et noyés. Puis, la multitude s'est évanouie comme par enchantement. Le soir même, le marais s'est tu et le silence s'installe dans la pénombre. Pour le jeune mâle, c'est un long voyage qui débute. À présent, le marais va céder place à la savane. Et les derniers territoires inondés sont très prisés. Leur accès fait l'objet de toutes les convoitises. Sur leurs berges, la compétition s'installe et les individus trop faibles ne se risquent pas. Ils se feraient dévorer sur le champ. Le jeune mâle est assez robuste pour oser défier ceux qui en gardent l'accès. Tout est dans l'attitude. Il faut laisser paraître autant d'assurance que possible. Ne pas se presser et choisir le bon moment. L'objectif est de gagner les territoires dans lesquels la vie est encore possible. Là, dans les caprices du relief, quelques points d'eau subsistent, et avec eux la promesse de proies faciles, à moitié asphyxiées par le confinement. Si l'eau persiste ici, pour le plus grand bonheur des échassiers, c'est qu'elle a un gardien puissant. Les jacinthes d'eau la recouvrent et la protègent du soleil. Mais les jacinthes forment un épais rideau végétal qui exige une grande débauche d'énergie pour être déchiré. Et l'énergie doit être consommée avec parcimonie. Les jours passent. Le soleil achève peu à peu son œuvre. Tout sèche, et un nouveau fléau s'abat sur les caïmans. À présent qu'ils sont à moitié hors de l'eau, ils deviennent la proie des terribles mouches du marais dont les œufs attendaient patiemment ce moment pour éclore. Les vautours urubus dévorent déjà les carcasses des premières victimes. L'hécatombe débute. En quelques semaines, la population de caïmans chute de façon spectaculaire et la sécheresse constitue la meilleure des sélections naturelles. Pas question de rester ici. L'eau s'évapore désormais à vue d'œil et les individus trop inexpérimentés peuvent se retrouver piégés, exposés à une mort certaine. Le jeune mâle le sait et décide de poursuivre sa route. Dans les forêts qui jonchent le marais, le début de la sécheresse impose aussi quelques accommodations alimentaires. Pour les oiseaux terrestres, tout est bon. Mais les coatis qui tirent une partie de leur nourriture de la vase doivent à présent profiter de la moindre occasion. Et cette noix en est une. Les nandous, eux, ont encore le recours de sauter pour attraper les derniers fruits dans les arbres. Le Pantanal est un écosystème unique. Une savane parsemée de forêts dont l'ensemble inondé forme la plus grande zone humide au monde, plus vaste encore que le détroit d'Okavango en Afrique. Au cœur de la saison des eaux, son territoire atteint plus de 400 000 km², un peu plus que la taille de l'Allemagne ou du Japon. À présent que la saison sèche débute, seules quelques espèces sédentaires y trouvent encore un intérêt, comme le tantale ou le chabirou.
le moindre point d'eau devient un trésor convoité. Le jeune mâle en a découvert un, mais il est déjà occupé par quelques dizaines d'individus, et les places sont chères. Cernés par quelques centaines de crocs avides, les poissons n'ont aucune chance, et l'espoir d'en croquer un attire tous les grands mâles. La technique de chasse est infaillible. Le caïman est capable de détecter le moindre mouvement sous la surface, grâce à des millions de capteurs situés dans ses écailles. Un système sensoriel unique qui mesure à la fois les changements de température et de pression. Les semaines passent et se ressemblent. Il fait plus de 45 degrés au cœur de la journée. Les jacinthes finissent par succomber. L'eau se retrouve sans protection et disparaît. La décomposition forme un humus sur lequel va désormais prospérer la savane. Le point d'eau n'est plus profond que de quelques centimètres et les arrivées régulières des grands mâles ont causé une promiscuité insupportable qui conduit le plus souvent à l'affrontement. La chaleur est si forte qu'à la nuit tombée, lorsque la fraîcheur s'installe, la vie tente à tout prix de reprendre ses droits. Les échassiers regagnent les arbres dans lesquels ils dorment et les corolles des nénuphars s'offrent à l'obscurité. Le jeune mâle a choisi de poursuivre sa route en quête d'un territoire. La plupart de ses congénères passent à présent leur temps enfouis dans la vase pour se protéger des morsures du soleil. Et leur métabolisme est au ralenti afin de consommer le moins possible d'énergie. La nuit du Pantanal est peuplée de toutes sortes d'espèces. Si le territoire des caïmans n'est plus qu'une peau de chagrin, le ciel, lui, reste sans limite. Les chauves-souris rouges doivent manger chaque jour la moitié de leur poids en insectes afin de se procurer les forces nécessaires à le parcourir. Le jeune mâle est à bout de force. Faute de trouver de l'eau, il pourrait succomber à la chaleur torride qui s'installe dès le lever du jour. Il s'agit d'un animal à sang froid et aucun mécanisme ne lui permet de réguler sa température corporelle. Si elle s'élève de façon excessive, elle peut lui être fatale. Le jeune mâle a eu de la chance. Ses pas nocturnes l'ont conduit au bord d'une des nombreuses rivières qui sillonnent le Pantanal et alimentent ces deux grands fleuves, le Rio Cuyaba et le Rio Paraguay.
Cette rivière est colonisée par des lentilles d'eau. Il y a 3500 espèces de plantes recensées dans le Pantanal, autant que dans la forêt amazonienne. Le lieu est désert, en apparence au moins, mais il ne l'est pas. L'arrivée du jeune mâle est vite perçue. Une femelle s'y intéresse tout particulièrement. Le Pantanal compte plus de 650 espèces d'oiseaux, dont la plupart vivent de la richesse des eaux, comme cette buse à tête blanche. La compétition est permanente. Le caïman a la réputation de posséder un cerveau reptilien peu développé. Mais c'est en réalité un prédateur d'une intelligence redoutable. Outre sa façon discrète de se déplacer, il possède un sens aigu de l'observation. Les décisions qu'il prend sont toujours dictées par une analyse précise de la situation. Certaines espèces de caïmans développent des techniques très subtiles pour capturer les oiseaux en recouvrant leur museau de brindilles au moment de la nidification. Un bon moyen de les attirer jusqu'à leur gueule. Pour ces perroquets verts de Tucumán, le fait d'évoluer dans les arbres n'est pas un gage de sécurité, mais descendre à terre pour se procurer un fruit n'est pas non plus sans risque. Les perroquets amazones de Tucumán constituent l'une des 26 espèces de perroquets présents dans le Pantanal. Les couples sont unis pour la vie et c'est très pratique. 2 paires d'yeux sont très utiles pour détecter les prédateurs. Le mets principal du caïman, c'est le poisson, mais il ne dédaigne pas les oiseaux qui s'aventurent à portée de ses crocs. Le perroquet de Tucumán a beau se fondre parfaitement dans le vert du feuillage, il a été rapidement détecté par le jeune mâle. Et il peut témoigner d'une caractéristique surprenante, le caïman est capable de bondir. L'exercice n'est pas évident, mais il arrive que des oiseaux se fassent surprendre. Le mois d'octobre a fini par arriver. L'eau s'empare à nouveau de la savane. La formation du Marais est une crue gigantesque favorisée par un territoire parfaitement plat. Ici, nous sommes à 1500 km de la mer et à seulement 15 mètres d'altitude. Lorsque les pluies s'abattent sur l'Amazonie et qu'elles chargent les fleuves, ceux qui descendent dans le Pantanal sortent de leur lit faute de pente et la région devient le plus grand marais du monde. Le retour des eaux marque le début de la saison des amours. Et le jeune mâle est en âge de se reproduire. La femelle l'attend. L'accouplement des caïmans se passe dans une grande discrétion. Et c'est à peu près le seul moment de l'année où les mâles et les femelles se côtoient. Seuls les mâles dominants s'accouplent. Ceux qui sont trop jeunes ou de second rang doivent se contenter de regarder. Chacun fait en sorte que les petits naissent au moment où le marais
atteindra son apogée. Les prédateurs auront plus de mal à se déplacer et la nourriture sera présente en abondance. Une femelle anaconda, guidée par un instinct puissant, regagne le lieu où elle est née. Elle laisse dans son sillage une traînée de phéromones qui attire les mâles. Celui-ci est tout jeune et d'une taille encore modeste, mais à l'âge adulte, il pourra mesurer jusqu'à 9 mètres. La femelle en fait déjà plus de 5. Avec le retour des eaux, les populations de migrateurs arrivent par millions de vols. Novembre est là, et le Pantanal redevient la région du monde la plus peuplée d'oiseaux. Mais depuis quelques années, si les crues se produisent et inondent la savane, les pluies qui les accompagnaient ont du retard. Le soleil frappe le marais sans relâche. Les eaux de pluie devraient compenser l'évaporation. Et le Pantanal a du mal à s'étendre. Ces canards amazonnettes ont parcouru plusieurs milliers de kilomètres pour regagner leur lieu de reproduction depuis les lointaines plaines de Patagonie. À leur arrivée, ils sont forcés de constater que le marais tarde à se former. La déforestation massive de l'Amazonie réduit les formations nuageuses. Le régime des pluies en pâtit et sous l'effet du réchauffement climatique qui influence les vents, le parcours des rivières du ciel a changé. Elles parviennent plus tard au-dessus des plaines du Pantanal et ce déséquilibre perturbe le fragile écosystème qui repose justement sur la précision de cette horloge sensible. Pour la femelle qui s'est accouplée avec le jeune caïman, pourtant, le temps presse et la force à repérer l'emplacement du nid qu'elle ne tardera pas à faire. Ses œufs fécondés ont grossi dans son ventre et elle prend possession des lieux. Son territoire se résume à un morceau de terre suffisamment haut pour qu'il ne soit pas inondé par la crue. Chaque fois qu'elle engendrera une nouvelle portée, et tout au long de sa vie, elle y reviendra. Et à partir de cet instant, la présence d'autres individus n'est plus tolérée. Un vieux mâle s'y repose. Il peut la tuer parce qu'elle le dérange. Mais il accepte d'abandonner les lieux. Décembre est arrivé. Le ciel chargé finit par éclater au-dessus du Pantanal. Pour la femelle, c'est le signal. Les pluies s'abattent enfin.
Les eaux montent très vite et l'emplacement du nid doit être hors de leur atteinte. Le nid est fait de terre et de feuilles dont la décomposition procurera la chaleur nécessaire à l'incubation. Le sexe des petits dépend d'ailleurs de cette température. Plus elle sera élevée, plus il y aura de mâles. En dessous de 31,5 degrés, il n'y aurait que des femelles. L'averse a été d'une violence extrême. Quelques minutes de plus auraient suffi à tout noyer. Et le nid qu'elle s'est donné tant de mal à faire est sauvé de justesse. Elle y a pondu 27 œufs, une quantité honorable pour l'espèce. Le maximum est de 40. Elle les enfouit soigneusement. L'incubation va durer près de 90 jours et durant tout ce temps, des prédateurs de toute nature vont chercher à les localiser pour les dévorer. Le soin apporté à la confection du nid est la première garantie de leur survie. Quelques protections naturelles sont présentes dans la forêt, comme ces abeilles noires dont la piqûre peut être fatale. Mais le meilleur moyen pour la femelle d'augmenter les chances de naître de ses petits est de monter la garde. C'est ce qu'elle va faire jour et nuit, sans manger, jusqu'à perdre plus d'un quart de son poids. Cette famille de capybaras constitue un danger. Ce sont les plus gros rongeurs au monde. Ils peuvent piétiner le nid et le détruire. Leur présence est inopportune. La femelle décide de les chasser. De la même manière et avec la même efficacité, elle doit mettre en fuite tout ce qui s'approche de son nid, quelle que soit sa taille. Ce comportement est remarquable, car la plupart des reptiles se contentent de pondre et abandonnent ensuite le nid à son destin. Cet instinct maternel puissant permet à l'espèce de se maintenir malgré les alertes qu'elle a connues, comme il y a quelques décennies, lorsque les chasseurs convoitaient sa peau. Aujourd'hui, la population est stabilisée dans le Pantanal, mais le moindre dérèglement peut lui être fatal. Pour les oiseaux, l'attente a été moins longue et la plupart des espèces ont désormais leurs petits, ce qui provoque un surcroît d'activité, car il faut nourrir tout ce petit monde. Depuis plusieurs jours, la femelle entend les siens gronder depuis le fond du nid. Les 90 jours se sont écoulés depuis la pente. Février s'installe et la longue attente prend fin. Un à un, les petits caïmans sortent de leur œuf.
La femelle est en alerte maximale. Ses petits doivent gagner l'eau au plus vite. À présent, ce sont des proies. Ils ne mesurent pour l'instant qu'une vingtaine de centimètres. Au cours de leur existence, leur poids sera multiplié par 1000 pour les plus robustes d'entre eux. Aussi vite que possible, ils quittent le nid en se guidant de leur couinement. Et oui, ils communiquent. Et c'est le moment où commencent les premiers véritables ennuis. La taille du marais a dispersé les poissons et la chasse est compliquée. Les petits arrivent à point nommé pour tous les mâles qui en sont friands. Le cannibalisme est inscrit dans leur comportement. Peut-être qu'à une époque très ancienne, lorsque leurs ancêtres présentaient des tailles qui en faisaient des créatures sans prédateurs, il s'est agi de la seule façon de réguler l'espèce. Au fil des millénaires, la pratique s'est perpétuée et la première cause de mortalité des jeunes est due à l'appétit de leurs aînés. Le jeune mâle n'échappe pas à la règle et son ouïe particulièrement fine l'a immédiatement renseigné sur la naissance. La femelle aux abois tente de s'interposer. Leur propre père est le plus grand danger pour sa portée. Le jeune mâle n'hésitera pas à la tuer. Elle le sait. Il lui fait face. Mais elle n'a aucune chance. Elle ne doit son salut qu'à sa ruse. Les petits cachés dans les racines auront la vie sauve, au moins pour cette fois. Le Pantanal grouille désormais de nouveau-nés, ce qui cause un appétit féroce aux caïmans. Si les plus jeunes se contentent de poissons et de crustacés, lorsqu'ils deviennent adultes, ils prennent goût aux mammifères et aux oiseaux. Et le marais en est justement rempli à présent des familles entières. Il devient le théâtre de drames que la nature écrit chaque jour par milliers. Les petits font leur apprentissage du danger. Ils devront rester cachés de longues semaines avant d'être capables de l'affronter ou de le fuir. En mars, le Pantanal est teinté de centaines de nuances de couleurs, des microalgues qui l'ont colonisé. Le jeune mâle évolue désormais en solitaire dans un territoire immense. L'eau s'est emparée de tout, jusqu'aux forêts qui forment à présent de véritables îles.
Pendant quelques semaines, la prolifération des bactéries fait du Pantanal la plus grande station d'épuration du monde, car elles détruisent toutes les substances présentes dans l'eau, à commencer par les tonnes de pesticides charriés par les fleuves venus du nord et des zones agricoles. Le jeune caïman a choisi d'explorer la forêt en quête de proies mal habituées aux prédateurs de ce type. La présence de caïmans dans ces zones sombres est rarissime et la sienne ne va pas tarder à alerter quelques occupants habituels des grands arbres. Les singes capucins vivent en famille, guidés par un mâle et une femelle dominant. Ils se nourrissent aussi bien de fruits que d'insectes et de vers d'écorce, ce qui les place à l'abri des famines qui, chez d'autres espèces, provoquent de véritables hécatombes pendant la saison sèche. L'abondance de l'eau au sol ne règle pas totalement le problème de la soif, car les capucins n'apprécient pas beaucoup de descendre de leurs arbres. Il faut pourtant s'y résoudre de temps à autre à ces risques et périls. La découverte du caïman nageant au pied de leurs arbres provoque la panique dans les rangs des capucins. Ces petits singes utilisent des outils dans leur vie courante, qu'il s'agisse de pierres pour briser les noix ou de tiges qui leur permettent de saisir des insectes enfouis au fond d'un trou. Ils sont d'une extrême intelligence. Mais la présence du jeune mâle leur pose un réel problème. Incapable de grimper dans les arbres, que souhaite donc ce monstre qu'ils ont plutôt coutume d'apercevoir dans les eaux du marais, lorsqu'ils prennent position sur les branches qui le bordent? Tiraillé par la faim, le caïman est en quête de toutes les opportunités. Le danger est d'autant plus fort qu'il est inhabituel. La famille des Capucins préfère renoncer à boire. Leur territoire est vaste d'à peine 1 km² et leur hyperactivité réclame une alimentation fréquente. Ils passent près de 60% de leur temps à chercher de la nourriture. Il n'y a pas une minute à perdre. Un peu plus loin, contraint lui aussi par les eaux de se déplacer dans les branches, un tamandoua arboricole pêchèrent son dernier repas. Un nid de fourmis rouges dont les soldats ont envahi son pelage et le harcèlent de morsures. Un faux mouvement et il pourrait chuter, ce qui ferait bien les affaires du jeune caïman. Mais il tient bon. Le tamandoua arboricole n'est pas immunisé contre les piqûres de ses victimes. À la saison sèche, il peut, comme son grand cousin le tamanoir, s'attaquer aux termitières qui parsèment la savane. Mais la saison du marais restreint son menu.
Il doit pourtant dévorer de grandes quantités d'insectes chaque jour, même si c'est douloureux. Quatre semaines se sont écoulées depuis la naissance des petits. Leur mère doit à présent les amener au soleil, sans quoi leur température corporelle insuffisante risquerait de les tuer. Le problème est qu'à découvert, ils sont beaucoup plus faciles à détecter. L'anaconda les a vite repérés. Ce serpent géant a la particularité d'être à la fois un prédateur et une proie pour les caïmans, selon leur taille respective, évidemment. Les petits n'ont aucun moyen de se défendre, hormis leur camouflage naturel et l'extrême précaution dont ils font preuve. Mais le flair de l'anaconda est redoutable. Passe le plus clair de son temps dans l'eau, mais il ne dédaigne pas chasser au sec lorsque des proies faciles lui sont offertes, comme à cette époque où la savane est pleine de petits sans défense. Mais les petits caïmans ont bien d'autres prédateurs. Ils sont inscrits au menu de plus d'une vingtaine de rapaces de toute taille. Les grands hérons, comme ce héron-tigre, en font aussi une grande consommation. Moins d'un petit sur 10 parvient à leur échapper et peut espérer atteindre l'âge adulte. Un aigle caracara a entendu les couinements. Une buse à tête blanche s'élance à son tour dans leur direction. Les petits n'ont aucune conscience des dangers qui les guettent. Ils ne sont pour l'heure que des créatures minuscules parmi d'autres. Les caïmans adultes les considèrent comme tels et n'ont aucun scrupule à les chasser comme de vulgaires poissons. Quelques heures à peine après avoir connu les bienfaits du soleil, la portée est devenue la cible de tous les prédateurs. La mère n'a rien perdu de ce qui se trame autour de sa progéniture. Elle est entièrement dévouée à sa garde et passe parfois jusqu'à 3 ans auprès d'elle. Elle choisit de s'attaquer au chasseur le plus à sa portée, l'anaconda. Peu importe sa taille, la jeune femelle ne craint pas l'affrontement. Les deux grands reptiles se respectent. Nul ne peut jamais prédire l'issue d'un combat. Cette fois, ils préfèrent l'éviter. La mère des petits la combattrait jusqu'à la mort s'il le faut. La femelle anaconda est prévenue. Le mâle qui l'accompagne n'aurait quant à lui aucune chance face au croc de la caïmane. La buse est un danger plus pervers, car son attaque est fulgurante. Les mâles sont à l'affût, eux aussi.
la nature, le combat réserve souvent des surprises. Et cette fois-ci, celui qui se croyait vainqueur a bel et bien perdu la vie. La confusion profite à la femelle. Le couple d'anacondas préfère prendre la fuite. Le jeune mâle est revenu très opportunément dans son territoire et sans le vouloir peut-être, il a choisi le bon moment pour sauver sa famille. Le soir tombe sur le Pantanal. Pour quelques semaines encore, il est le plus grand marais du monde. Le cycle va reprendre. Le soleil finira par le vaincre, et si rien ne perturbe ce mécanisme subtil, les pluies reviendront à leur tour apporter la vie et l'abondance. Le jeune caïman a réussi à survivre une fois de plus. Sa nage et ses pas le guideront peut-être vers de nouvelles contrées, à moins qu'il ne choisisse de s'établir dans celle-ci et d'en devenir le maître. Son espèce est engagée dans une lutte permanente, qu'elle oppose à tous les changements qui s'opèrent autour d'elle. Combien de temps vivra-t-il ? 50 ? 60 ans? Un an de plus peut-être? Difficile à dire. Ici, rien n'est simple. La vie est un combat plus farouche que partout ailleurs, car elle dépend du ciel et de ses caprices. Il faut être très fort pour lui résister.